Bonjour. Eh bien, écoutez, bienvenue pour ce samedi, le deuxième jour du Festival du Livre de Marseille en live. Voilà, nous avons eu une belle première journée hier et aujourd'hui, nous allons commencer cette journée à 11h avec le général David Galtier qui va nous présenter son livre et il sera interviewé par notre ami Thomas Rabineau, journaliste à Marianne. Donc je vous remercie tous d'être à l'antenne si tôt. Samedi, vous avez le temps. Nous aurons une journée entière après à partir de 14h avec Alexandre Jardin et vous avez le programme de toute façon pour suivre nos événements. Bonne journée et puis bonne rencontre avec le général David Galtier. Merci David, avec lequel je partage beaucoup de choses et les mêmes valeurs surtout. Voilà. Merci. Merci. Merci François. Donc, nous avons donc le plaisir d'être avec le général Galtier pour son livre « Mon combat contre le crime » aux éditions Robert Laffont. Vous pouvez commander ce livre sur le site du Festival du Livre de Marseille, donc www.festivalduLivreDeMarseille.com, et vous avez également la possibilité d'avoir une belle dédicace du général. Et vous pourrez retirer un exemplaire du livre à partir du 21 décembre à la librairie Prado Paradis, qui est le partenaire du festival. Donc, général, vous n'êtes pas n'importe quel général, si tant est que les généraux puissent être n'importe qui, puisque vous êtes un général 5 étoiles, donc un des généraux les plus hauts gradés de l'armée française, et en plus, vous êtes un Marseillais. Alors ça nous fait super plaisir. Hein. Et vous êtes un jeune retraité de la gendarmerie, puisque vous avez passé quand même 40 années dans cette arme. Et vous avez occupé les plus hautes fonctions, notamment inspecteur général des armées, sous-directeur de la police judiciaire gendarmerie, on va y revenir. Et vous avez été également couvert de médailles, puisque, alors on va juste en citer quelques-unes, hein, mais commandeur de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, médaille de la gendarmerie nationale, médaille de la défense nationale, médaille de la sécurité intérieure. Remonter le fil de votre carrière, c'est aussi plonger dans quelques-uns des dossiers criminels les plus retentissants des 4 dernières décennies. Alors il y a quelque chose qui va sans doute étonner le public, c'est l'association gendarmerie et police judiciaire. Alors qu'en fait, c'est finalement une tradition, sinon les origines même de la gendarmerie, et vous y revenez dès le début de ce livre. En effet, bonjour. Bonjour à tous et merci à François. Merci à ce festival du livre, Chano, de bien vouloir nous accueillir ce matin. Et merci à vous pour cette interview, ce petit préambule effectivement sur ma carrière, sur les évolutions de ces 40 dernières années en gendarmerie nationale, pour exercer celle qui est sa mission principale et que l'on oublie trop souvent, en effet. La mission de police judiciaire, c'est entre 30 et 40% de l'activité de la gendarmerie nationale. Il ne faudra jamais oublier que le gendarme est fait pour arrêter le voleur, tout simplement. Il a été fait pour ça. D'abord au sein des armées en campagne, lorsque les armées ont été créées à partir du XIIe siècle. Et puis, au fur et à mesure, avec ses pouvoirs étendus au milieu civil. Et ça date de très longtemps. Ça fait 9 siècles que ça dure. Et vous avez raison de le souligner. Ce n'est pas assez connu par le grand public. D'où ma volonté de le rappeler à travers ces affaires criminelles et à travers ces 40 années d'histoire criminelle que j'ai eu l'honneur de suivre et le bonheur de partager avec beaucoup d'enquêteurs de la gendarmerie nationale. Oui, alors justement, le titre de ce livre, c'est « Mon combat contre le crime », mais on pourrait dire aussi que c'est un combat pour l'image de la gendarmerie, pour l'aura de la gendarmerie et parfois même pour son honneur, on y reviendra. Mais déjà, comment est-ce que vous expliquez cette injustice en fait qui fait que quand on pense police judiciaire, on pense au 36, on pense à tout un tas de choses, mais on ne pense pas au bleu, comme on dit. Bon, je dirais que c'est peut-être un petit peu le hold-up du siècle de nos collègues de la police nationale qui ont eu l'intelligence, il faut le dire, de s'approprier un petit peu le terme de police judiciaire en baptisant la direction centrale de la police judiciaire pour imaginer que l'ensemble de la mission... Mais en réalité, la police judiciaire, c'est un article du Code de procédure pénale, l'article 14. C'est une mission. Cette mission est sous l'autorité des magistrats et elle a tout simplement pour but
eh bien, de constater les infractions, de rassembler les preuves et de rechercher les auteurs. Et ça, c'est fait par des officiers de police judiciaire qui peuvent avoir la qualité naturellement de policiers, mais aussi de gendarmes, de douaniers. Eh bien, on les oublie aussi. Nos maires et les adjoints sont des officiers de police judiciaire et un certain nombre d'autres agents aussi de police judiciaire comme les gardes champêtres, etc. Bref, l'exercice de la police judiciaire est assuré par un grand nombre d'acteurs. Et au cours de ces 40 années, vous avez été un observateur, un acteur, mais aussi un observateur d'une véritable mutation qui a eu lieu dans la gendarmerie nationale, notamment sur le plan de l'investigation scientifique. Qu'est-ce que ça a pu changer? Alors, on reviendra sur des affaires précises, mais dans la manière de travailler, d'appréhender les affaires, cette révolution scientifique. Oui, il faut en effet mettre l'accent sur cette révolution scientifique qui date, le tournant c'est l'année 1984, c'est l'affaire Grégory. La gendarmerie nationale prend conscience que pour apporter les éléments de preuve aux magistrats et ensuite au procès, il faut aller bien plus loin que la recherche des simples aveux, il faut aller vers la matérialisation de la preuve à travers des traces, des empreintes, etc. Et donc pour ça, c'est la criminalistique, c'est l'exercice des sciences forensiques. Et donc on met en place... Forensique, excusez-moi. Forensic crime, c'est les sciences forensiques, c'est les sciences de la criminalistique en réalité, hein, c'est le terme anglo-saxon, parce que comme souvent en matière de police judiciaire, les anglo-saxons ont un petit temps d'avance sur nous, hein, depuis l'analyse criminelle, encore on le voit aujourd'hui, jusqu'à l'analyse prédictive, il y a toujours un petit temps d'avance. Mais c'est pas forcément parce que les Français sont moins doués, c'est parce que notre législation, et je le dis aussi à travers ce livre, est toujours un petit peu réticente à donner des pouvoirs supplémentaires à l'enquêteur. On attend de voir un petit peu, on essaie d'encadrer davantage, ce sera le cas notamment pour les fichiers, sur les empreintes génétiques. On met beaucoup de temps toujours à légiférer et à accorder aux enquêteurs la possibilité d'utiliser ces moyens modernes. Les anglo-saxons sont plus pragmatiques. Ils utilisent ces bases de données, ils les encadrent, et si ça marche, ils les utilisent. Je pourrais vous donner des exemples. Je cite par exemple le lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Et quand je parle des anglo-saxons, les Italiens et les Espagnols sont aussi en avance sur nous. 10 ans avant, ils avaient déjà utilisé ce moyen pour repérer les véhicules volés, etc. Nous, c'est toujours un petit peu lent. Voilà. Et comment vous expliquez cette lenteur? Le pays des libertés individuelles, de la protection, l'encadrement, des droits de l'homme, et peut-être un peu individuel avant l'intérêt ou le service, l'intérêt général, sans doute. Et puis, l'assurance que tout ceci sera bien encadré par un grand nombre de structures d'État, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, tout ça doit être validé. Voilà. Donc, et puis on a une CNIL qui est assez regardante sur tout ce qui est proposé par souvent les enquêteurs. Et donc le législateur met un petit peu plus de temps. Donc voilà, il y a sans doute chez nous une forte propension à respecter, et c'est une bonne chose, les libertés publiques, un peu plus qu'ailleurs peut-être. Alors justement, c'est vrai que c'est un débat toujours actuel, hein, plus de sécurité pour peut-être un peu moins de liberté. Alors, plongeons dans votre histoire, dans votre livre. Vous avez été, au début de votre carrière, gendarme mobile. Vous parlez de votre expérience dans les manifestations. Alors, il y a beaucoup de questions en ce moment de violence policière, et vous l'aurez peut-être noté et apprécié, pas de violence gendarmique. Quel regard vous portez sur ce débat, vous qui avez été, on va dire, vous avez cette expérience-là? Bien, alors, de la même façon qu'il y a eu je le disais avec un petit sourire tout à l'heure, un hold-up sur le terme police judiciaire. Là, c'est pareil, violence policière, dans l'esprit du grand public, c'est la violence des membres des forces de l'ordre. On ne parle pas forcément de la violence et que de la violence des policiers, c'est la violence policière au sens générique du terme. Donc tout ce qui représente l'ordre, tout ce qui porte une tenue. Mais moi, je n'utilise pas ce terme. Je pense qu'il y a des violences qui sont commises par des membres des forces de l'ordre, qu'ils soient policiers, gendarmes,
gendarme. Mais je n'aime pas le terme générique parce que cela pourrait laisser à penser que il est commun de trouver au maintien de l'ordre des forces qui exercent des violences illégitimes. Eh bien, je ne le crois pas. Il peut y avoir des exemples de membres, encore une fois, qui l'exercent. Mais ce n'est absolument pas la règle. Je précise que la plupart des maintiens de l'ordre sont encadrés. Une force de l'ordre comme une CRS, une compagnie républicaine de sécurité ou un escadron de gendarmerie mobile ne se trouve pas sur un site de grande ville parisien ou rural par hasard. Il y a là une décision de l'autorité, généralement préfectorale, qui a interdit d'ailleurs ou autorisé une manifestation. Et au cours de cette manifestation, eh bien, les forces de l'ordre ont des missions qu'ils remplissent. C'est encadré tout ça. Ce n'est pas illégitime. Après, il peut y avoir des débordements, mais quelle est la profession la plus encadrée, la plus surveillée, la plus contrôlée que la police ou la gendarmerie lorsqu'elle exerce un travail? Vous avez en face d'eux des manifestants qui filment, des médias qui sont très regardants, les autorités hiérarchiques qui sont là pour les contrôler, et la justice qui est là pour juger de l'acte commis ou pas. Ben, je connais peu de professions qui soient aussi encadrées. Alors voilà, donc moi j'ai tendance véritablement à mettre beaucoup de recul par rapport aux faits qu'on nous présente, et je laisse au final la justice effectivement juger, en décider et regarder de plus près ce qui se passe. Alors vous soulignez que dans l'esprit du public, quand il est question de violences dites policières, ça regroupe la gendarmerie et la police, mais quand même, quand on regarde les sondages de manière précise, on constate que près de 9 Français sur 10 ont une bonne opinion de la gendarmerie. Et quand on pose la question en incluant la police, là le pourcentage baisse. Donc on en déduit qu'au niveau de la gendarmerie, il y a peut-être un meilleur a priori qui est sans doute lié à ce statut de militaires, on peut le croire. Est-ce que ça pourrait être le cas ? Je pense qu'il y a à la fois cette confiance dans la gendarmerie parce qu'elle est inscrite au plus profond de nos gènes. On disait 9 siècles d'histoire, ça marque quand même un pays. Donc on a connu une gendarmerie bien implantée dans le territoire, et parce qu'elle est sur l'ensemble de la superficie de notre métropole et de nos territoires outre-mer. Donc c'est pour cela que la gendarmerie est peut-être un petit peu mieux connue de la France profonde, qui a un regard plutôt positif sur l'action de la gendarmerie. La police étant concentrée dans les grandes villes et dans les centres-villes, elle exerce son métier par rapport à une population qui est un petit peu différente, et donc on peut l'expliquer de cette façon-là, parce que les rapports ne sont pas les mêmes. Mais globalement, je pense que les Français ont un regard plutôt, encore une fois, confiant envers les membres des forces de l'ordre et leur sécurité, et faire en permanence un procès de violence ne me paraît pas juste à l'endroit des forces de l'ordre. Justement, alors ce livre, c'est aussi un plaidoyer, Mon combat contre le crime. C'est un plaidoyer de défense contre la gendarmerie qui a été parfois, selon vous, injustement attaquée. Il y a plusieurs affaires qui ont donné lieu à de vives critiques lancées à l'égard de la gendarmerie. Alors notamment, c'est votre premier chapitre, Grégory, que vous qualifiez, entre guillemets, d'affaire maudite. Cette énigme de la Vologne, au cœur de l'une des plus grandes affaires criminelles et des affaires les plus retentissantes de tous les temps, a été aussi un traumatisme pour la gendarmerie. Alors, cette affaire-là, au début, vous avez commencé par la suivre de loin, puisque vous étiez lieutenant, et vous n'enquêtiez pas sur cette affaire à ce moment-là. Mais qu'est-ce que c'était pour vous, en tant que gendarme à ce moment-là, de voir ainsi mis en cause vos collègues ? Alors, je pense qu'au préalable, il faudrait peut-être refaire un petit résumé de l'affaire Grégory. En octobre 84, donc vous-même, vous êtes un jeune lieutenant, vous sortez de l'école des officiers de la gendarmerie et vous apprenez, comme la France, le meurtre d'un enfant de 4 ans, l'existence d'un mystérieux corbeau qui appelle ses parents, et la découverte du corps, et une série de rebondissements qui vont mener à l'assassinat de Bernard Laroche, qui
va être le suspect numéro 1 pour certains et un innocent pour d'autres. Alors, expliquez-nous un petit peu ce traumatisme pour la gendarmerie. En réalité, ce traumatisme vient du fait que très vite, la gendarmerie a été suspectée d'orienter son enquête exclusivement sur la personnalité de Bernard Laroche, ce qui n'est pas exact. J'ai eu le plaisir de côtoyer le principal directeur d'enquête au début de cette affaire. Ce qu'on ne sait pas d'ailleurs, c'est que la gendarmerie... C'était le capitaine Étienne Sesma, qui est Saint-Cyrien comme moi, et un peu mon grand ancien de Saint-Cyr. Et pour expliquer un petit peu mon intérêt, notre intérêt, tous officiers de gendarmerie à cette affaire, c'est que ce capitaine qui était passé par Saint-Cyr un peu avant nous, puis l'école des officiers de Melun, se retrouvait dans une situation qui aurait pu être la nôtre à quelques années d'intervalle, parce que nous savions que 3 ans après, exactement, nous nous retrouverions dans cette position de commandant de compagnie et confrontés à des cas similaires. Et donc nous avons suivi avec la plus grande attention la façon dont Étienne dirigeait cette enquête et la façon dont il a été pris dans un maelstrom absolument extraordinaire, un peu seul face à l'adversité. Moi, ça m'a profondément marqué. Ça, d'ailleurs, toute ma carrière, je n'ai eu de cesse de dire on ne peut pas laisser des hommes seuls comme ça assumer une telle responsabilité. Quand vous voyez l'image d'Étienne avec sa vareuse bleue à l'époque, son képi, sa cravate au milieu de la Vologne, entouré par une masse de médias et une foule un petit peu parfois déchaînés, voulant absolument la vérité et exerçant une pression sur cet officier, je me suis dit qu'il fallait véritablement que l'on sorte de ce système et on ne pouvait pas laisser un homme seul face à cette adversité. Voilà, ça a guidé beaucoup de mes projets par la suite, y compris quand j'étais sous-directeur de la police judiciaire. On a transformé un petit peu tout ça avec l'aide des directeurs généraux. Et ce tournant, oui, il est avec Grégory parce qu'on comprend que il faut amener d'autres preuves en réalité que celles dont je parlais tout à l'heure de l'aveu. Il faut aller chercher ces preuves matérielles. Et à l'époque, les techniciens d'identification criminelle n'existaient pas. Nous n'avions pas les techniques en France, pas que la gendarmerie, pour aussi relever l'ensemble des empreintes, ce qu'on appelle assister à une scène de crime et geler une scène de crime. Ça n'existait pas, tout ça. La procédure ne permettait pas de le faire. Nous n'avions pas non plus les experts pour le faire. Et donc, tout ça, vu de l'extérieur, nous a ensuite poussé à révolutionner complètement notre mode d'action pour l'exercice de la police judiciaire. Et donc, à la place qui était la mienne, je souffrais un petit peu à travers ces images. Et je voulais absolument soutenir par la suite Étienne Sesma. Donc, je l'ai rencontré pour écrire ce livre. Et moi, j'avais déjà un certain nombre de convictions, puisque j'avais repris cette enquête en 2007, quand j'étais sous-directeur de la police judiciaire. Parce qu'il y a des rebondissements permanents. Tout le temps, autour d'un personnage, Muriel Boll, qui est donc à l'époque était une ado, très jeune, mineure. Et elle avait donc témoigné contre Bernard Laroche. Et on a ensuite accusé le gendarme Étienne Sesma d'avoir malmené, peut-être violenté au moins psychologiquement ce témoin. Ce qui a conduit à la remise en liberté de Bernard Laroche et donc directement à son assassinat par le père du petit Grégory. Oui. Et vous pointez un fiasco judiciaire plutôt que, et en soulignant que les irrégularités soi-disant pointées pendant l'interrogatoire n'en étaient pas. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, c'est malheureusement une série de faits terribles et d'erreurs manifestes qui ont conduit à ce terrible acte de Jean-Marie Vimin qui va, sous le coup de la colère la plus extrême, abattre Bernard Laroche, qui était pourtant, à mon sens, le principal témoin.
Et d'ailleurs, dans mon livre, j'en fais un auteur possible, mais également un complice possible, et pas forcément l'auteur. Du coup, ce qui va en réalité être la pièce centrale de l'affaire, c'est bien le PV, le procès-verbal d'audition de Muriel Boll, qui est cette mineure. Moi, je connais un petit peu l'environnement à l'époque de la brigade et autour d'Étienne Sesma, et je peux témoigner qu'il ne s'agit pas d'hommes violents ni susceptibles, pour moi, d'exercer des pressions à l'encontre du témoin. Mais la plainte sera reçue par le parquet. Oui, parce qu'il y a eu une plainte pour faux et usage pour faux qui a été déposée contre les gendarmes et qui a été en effet jugée recevable par le parquet. Et ça, pour les gendarmes, c'est aussi une sorte d'affront. C'est un camouflet. Ouais. Et du coup, à partir du moment où la plainte est reçue par le parquet, l'enquête s'arrête. Donc l'enquête des gendarmes sur Grégory aura duré en tout et pour tout 8 semaines. Pas une de plus. Et c'est donc le magistrat qui décide aussi de la remise en liberté. C'est une saisine de notre service qui va partir sur une autre piste, qui est la culpabilité à leur sens possible de la mère. Et donc, tout ce travail initial qui a été fait par les gendarmes va être balayé avec aussi, malheureusement, cette faute commise par des amis de Jean-Marie Vimin qui vont, des amis ou des connaissances, qui vont lui fournir un certain nombre d'éléments tendant à prouver que Bernard Laroche était le coupable et qui va donc pousser Jean-Marie à commettre l'irréparable. Donc c'est une succession en réalité d'erreurs initiales qui vont complètement geler à la fois l'enquête d'un côté, amener la justice à s'intéresser à une autre piste, mais qui, pour moi, n'est pas la bonne. Et d'ailleurs, par la suite, de nombreux magistrats, de hauts magistrats reviendront et démontreront la totalité de la thèse de Christine Vimin coupable. Donc, j'en reviens, moi, à cette thèse initiale. Et c'est en 2007 que le procureur général de Dijon, Jean-Marie Benet, nous dit: il y a matière peut-être à relancer, d'ailleurs avec les parties civiles et les avocats du couple Vimin, qui vont pousser pour que l'ensemble des scellés, dont on a dit qu'ils avaient été mal conservés ou mal exécutés au départ par les gendarmes, ce n'est pas du tout le cas. Nous les faisons expertiser en 2007 par l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Et là, on s'aperçoit qu'il y a matière à travailler sur notamment les ADN, puisqu'à l'époque, on n'avait pas les capacités d'analyser ces scellés, en particulier la NORAC, les cordelettes, voilà un petit peu la raison pour laquelle nous relancerons en 2007 cette affaire, qui a conduit d'ailleurs, après d'autres péripéties, à cette série de gardes à vue de l'année 2017, me semble-t-il. Oui, c'était très récent. Alors, il faut aussi préciser au préalable que cette plainte pour faux et usage de faux a abouti à un non-lieu qui a été confirmé en appel et en cassation. Alors vous pointiez des dysfonctionnements au niveau de la justice. On sait ce qu'il est advenu du juge Lambert, qui s'est suicidé. Vous ne souhaitez pas l'accabler davantage, mais vous soulignez quand même ses erreurs. Mais vous rappelez aussi un autre fait qui peut aussi entrer en ligne de compte dans cette affaire, c'est la guerre des polices, ou plutôt l'opposition entre gendarmerie et police. Vous pointez quand même l'action de Jacques Corradi, qui était le patron du service régional de la police judiciaire, qui aurait, selon vous, parié sur la culpabilité de la mère de Grégory, car il voulait discréditer le travail des gendarmes et reprendre le dossier à son compte. Oui, ça c'est une opinion tout à fait personnelle, mais que d'autres ont eue à l'époque. Mais c'est une des rares fois, vous le noterez, où dans mon ouvrage, j'évoque cette guerre des polices. Et elle date des années 80. Il faut bien comprendre la raison pour laquelle ça se passe ainsi. C'est que dans les années 80, nos collègues des services régionaux de police judiciaire souhaitent
continuer à exercer un petit peu de monopole sur les enquêtes criminelles de haut niveau, puisque ils sont en mesure de le faire, en mesure d'assurer le suivi de ces enquêtes depuis, on remonte à la création des brigades du Tigre, si vous le voulez. Et les gendarmes, eux, s'y sont mis un petit peu plus tard, après les années 45, avec la création des brigades de recherche, et sont montés en puissance régulièrement. Et sur le théâtre national, sur le territoire, la moitié des homicides, globalement, sont constatés par les gendarmes et la moitié par les policiers. Et il y a donc une méthode un peu gendarmique de conduire les enquêtes et puis une méthode plus policière. Et donc les hommes, les enquêteurs des SRPJ travaillent souvent à partir des têtes, à partir des phénomènes criminels qu'ils connaissent bien. Et les gendarmes vont partir des constatations du terrain, de ce qui se passe davantage sur le territoire, puisqu'ils sont déjà implantés sur le territoire et donc vont à la recherche de témoins et des premiers témoins. Donc parfois, ces enquêtes peuvent se compléter. Il appartient d'ailleurs au magistrat de choisir le service qui lui paraît le mieux à même de conduire l'enquête. Et nous efforçons simplement de proposer une alternative en matière d'enquête criminelle. Mais dans les années 80, il apparaît mais complètement légitime à un patron de SRPJ de dire « mais c'est une affaire d'homicide, c'est à moi d'être saisi, je ne comprends pas pourquoi on laisse les gendarmes locaux être saisis ». Et du coup, pour essayer de, montrer qu'il est capable aussi de diligenter une enquête beaucoup plus, de façon peut-être plus performante, est-il amené à proposer d'autres choix aux magistrats. Les gendarmes sont partis, semble-t-il, sur cette piste Bernard Laroche. J'ajoute que ce n'est pas la seule qui avait été, contrairement à ce qui a été dit, suivie au départ. Mais bon, admettons que les gendarmes aient suivi plutôt prioritairement cette piste. Eh bien, tout naturellement, le SRPJ va pouvoir présenter au magistrat d'autres hypothèses, et avec lui, parce qu'il y a aussi une responsabilité du magistrat d'orienter l'enquête et de dire, voilà, allez-y, conduisez cette enquête à partir du moment où il saisit le service. Et donc, effectivement, à l'époque, le patron du SRPJ va davantage orienter son enquête sur l'autre hypothèse, avec dans son esprit, une possible culpabilité de la mère. Oui, et vous posez une question très, très gênante, c'est a-t-on pesé sur l'institution judiciaire pour dessaisir la gendarmerie en février 1985 ? C'est quand même pas rien comme question. Alors c'est une question qui m'est venue à l'esprit tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait une grande réforme au sein de la justice et dans la procédure pénale. Et le garde des Sceaux souhaitait donner davantage de pouvoir aux magistrats instructeurs, aux juges d'instruction. Et donc, il eût été peut-être malvenu de dire ou de dissuader un juge d'exercer la totalité de ses prérogatives. Et il s'agissait en l'occurrence là peut-être de dire soit on continue avec la gendarmerie et on donne un petit peu raison aux gendarmes, et soit on laisse le magistrat faire. Et auquel cas, on va dans le sens de l'histoire avec une autorité judiciaire qui exerce l'ensemble de ses prérogatives. Donc je pense qu'à cette époque, je me suis posé la question, parce que pour moi, ce n'est absolument pas normal. Quand on investit les moyens qu'avait investi la gendarmerie, quand en 8 semaines, on avance à grands pas dans une enquête, il faut aller jusqu'au bout. Et là, le parquet a une responsabilité en déclarant la plainte recevable et en stoppant l'enquête. Voilà, donc je pose cette question, je en pose aussi une autre si vous le voulez. Vous demandez si la pression d'un grand nombre de décideurs visant une orientation de l'enquête permettant de protéger le suspect Laroche, qui, vous le soulignez, était membre d'un puissant syndicat professionnel, n'aurait pas eu un impact. Alors, autant le dire tout de suite, vous visez la CGT. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Je pose une question. J'ai le droit de poser la question et de m'interroger quand même, parce que cet homme qu'on projette là sur les écrans et dont on veut absolument qu'il soit
pas coupable, qu'il soit innocent, ce brave travailleur qui a sûrement de belles qualités. Pourquoi ne peut-il pas comme ça avoir la figure d'un coupable possible? Nous pensions, enfin la gendarmerie pensait à l'époque qu'il fallait le maintenir en détention. C'eût été d'ailleurs la meilleure idée parce qu'il aurait été protégé. Ça lui aurait sauvé la vie. Et ça lui aurait sauvé la vie. Et que c'était un témoin, en tout cas essentiel, de ce drame. Du coup, pourquoi l'avoir présenté ainsi? Et puis, on pouvait aussi imaginer que cette image du père de Grégory, qui exerçait un certain nombre de responsabilités, mais vous savez, franchement, contremaître, c'était quand même pas le cadre dirigeant des entreprises, etc. Donc il y avait aussi cette espèce de combat, une espèce de forme de lutte des classes. Et ça a peut-être pesé dans le choix des uns et des autres, en tout cas dans le contexte qui a fait que une partie de la France a choisi de soutenir un petit peu La Roche et son environnement, et l'autre partie s'est déclarée plutôt favorable à la mer. Mais c'est un débat qui a passionné les foules jusqu'aux plus grands écrivains, qui même, sans être allés jusqu'à voir le terrain de près ou à entendre les personnes, ont commis quelques articles à ce sujet. Alors vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes entré en contact direct avec cette affaire quand vous avez pris vos fonctions de sous-directeur de la police judiciaire gendarmerie en 2007. Et là, écrivez-vous, de lourdes cold cases, une quarantaine d'affaires sensibles s'amoncellent sur mon bureau comme une montagne à gravir. Alors comment est-ce qu'on appréhende ce genre d'affaires, ces cas froids, entre guillemets, ces affaires qui sont toujours en cours, mais qui ne sont pas résolues? Comment est-ce qu'on procède quand on est sous-directeur de la police judiciaire gendarmerie? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez travailler sur l'ADN, de lancer de nouvelles analyses, peut-être profiter de tous les progrès techniques qui ont été acquis entre-temps? Alors j'ai la chance à l'époque d'avoir avec moi un bureau des affaires criminelles avec plusieurs experts qui ont été commandants de section de recherche sur le terrain et qui ont exercé ce difficile métier pendant de longues années. Et j'ai eu à cœur effectivement de travailler avec eux sur l'ensemble de ces fameux cold cases, affaires non résolues, si vous le permettez, et qui méritaient véritablement d'être réexaminées à l'aune des éléments soit nouveaux qui pouvaient être intervenus depuis les dernières pièces de procédure, soit en recherchant ce qui pouvait être à nouveau fait sur notamment des scellés ou par exemple sur une analyse des pièces en termes d'analyse criminelle ou avec de nouveaux regards sur les pièces de procédure qui n'avaient pas été complètement exploitées par le passé. Vous savez, lorsque vous avez une affaire comme les fiancés de Fontainebleau, où il y a entre 5 et 10 000 pièces de procédure, l'humain est-il capable de tout enregistrer et de tout décoder? Je ne le crois pas. Donc nos logiciels un peu plus modernes, comme l'Anacrim, permettaient justement de trier, de faire un certain nombre de choix, et donc de nous offrir de nouvelles possibilités d'investigation. Et il fallait tout simplement choisir parmi ces affaires celles qui pouvaient être poursuivies avec de nouveaux moyens, avec de nouvelles techniques d'enquête. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de Grégory, qui est plutôt venu là du procureur général et des parties civiles, mais d'autres comme Élodie Kulik, comme les fiancés de Fontainebleau, comme Jonathan, c'est nous-mêmes qui avons souhaité les relancer, et notamment aussi les disparus de Lyon, parce que il y avait matière véritablement à enquêter encore. Tout n'avait manifestement pas été exploité et il fallait aller au-delà. Alors dans votre approche aussi de défense de l'honneur de la gendarmerie, vous revenez aussi en détail sur l'affaire Omar Haddad de 1991 avec un titre qui
qui est sans ambiguïté. Vous titrez « La fabrication médiatique de l'innocence d'un homme ». Alors, je dois admettre que, comme beaucoup, j'avais toujours entendu dire que Omar Haddad était innocent, victime d'une erreur judiciaire. Et à la lecture de votre chapitre, on en vient à douter très sérieusement. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce changement, ce retournement d'opinion, ou en tout cas cette construction d'un possible innocent? Oui, alors la fabrication de l'innocent, puisque, et je le rappelle, il est toujours coupable aux yeux de la justice. On va peut-être rappeler à nos spectateurs que on retrouve le corps de Ghislaine Marchal sans vie dans sa cave. Cette cave qui est fermée de l'intérieur, et sur les murs de cette cave, on retrouve 2 inscriptions qui sont écrites avec du sang. Omar m'a tué, avec le fameux ER, et le début de cette même phrase, voilà, ce qui n'est pas achevé. Et donc, les investigations vont très vite s'orienter vers son jardinier Omar Haddad, qui sera incarcéré. Alors, il se dira toujours innocent. Il sera condamné en 1994, après déjà donc environ 4 ans de détention. Il est condamné à 18 ans de réclusion. Mais en 1996, le président Chirac lui accorde une grâce partielle qui va lui permettre de demander sa libération conditionnelle. Dans les mois qui suivent, il l'obtient. Et par la suite, il va se combattre pour faire reconnaître son innocence. Et donc, c'est aussi dans ce registre-là que vous, en tant que gendarme, vous intervenez et que vous allez être amené à replonger dans ce dossier et à vous forger votre propre conviction. Oui, absolument. Il a diligenté un grand nombre de commissions rogatoires saisies par les magistrats pour enquêter, retrouver d'autres homards, retrouver l'arme du crime, etc. Mais avant, et évidemment, puisque je dirigeais à l'époque la gendarmerie des Alpes-Maritimes, je me suis tourné vers les premiers enquêteurs, les premiers magistrats qui ont eu affaire à Omar Haddad et à l'enquête. Et dans leur esprit, il n'y a pas de doute. Comme il n'y a pas de doute dans l'esprit des plus hauts magistrats qui n'ont jamais souhaité réviser le procès Omar Haddad. Il n'y a jamais eu d'acceptation d'un nouveau procès Omar Haddad. Donc Omar Haddad est toujours coupable. La décision de justice est immuable. Ce n'est pas une grâce partielle du président de la République, c'est dans ses attributions de président de la République. Il n'a pas à le justifier d'ailleurs. C'est dans la Constitution, un président peut, pour des raisons autres, il me semble que ce sont plutôt des raisons, à mes yeux, diplomatiques, avec le roi du Maroc, avec des raisons qui lui appartiennent à l'époque, qui font qu'il accorde cette grâce partielle qui permettra de la remise en liberté d'Omar Haddad. Pour autant, la sanction est là et elle reste. Et si depuis lors, il y a encore ces demandes récurrentes de la part des parties pour réviser ce procès, pour faire de nouvelles enquêtes, c'est bien parce que le souhait de Omar et de ses défenseurs est bien de réviser ce procès et de repartir sur de nouvelles enquêtes. Et ça, pour l'instant, la justice ne l'accepte pas et on ne revient pas là-dessus car, je le crois, les preuves sont suffisamment étayées, solides pour assurer la culpabilité d'Omar Haddad. Alors, on pourrait aussi vous rétorquer qu'il est très rare que la justice revienne sur ces jugements. Alors, c'est arrivé, hein, l'affaire Patrick Dils, voilà, mais il est arrivé aussi que ce ne soit jamais le cas, en dépit de sérieux doutes. Donc, alors, il y en a beaucoup, on pourrait parler de l'affaire Boulin, même si aucun coupable n'a été désigné, mais on a d'autres exemples. Mais par contre, alors, Comment comprendre donc cette innocence qui a été instillée dans l'esprit de l'opinion par un travail
médiatique efficace de ces défenseurs. Comment on l'explique ? Notamment, bon, d'abord, c'est aussi, je dirais, un homme, Maître Vergès, qui est un avocat de rupture exceptionnel, qui, avec un bagou extraordinaire, et après, à l'issue du procès d'ailleurs, prononce une phrase qui restera célèbre. Ce jour, on a condamné 100 ans après un jeune homme qui, comme à l'époque où il fait bien sûr référence à cet officier qui avait été condamné et qui par la suite s'est avéré innocent, mais il dit voilà, il était forcément coupable parce que jardinier est doublement coupable parce que maghrébin. Et cette présentation des faits va toucher les médias, va toucher l'opinion publique, et donc par la suite il sera difficile d'aller contre cette force médiatique. On prend la défense d'Omar Haddad parce que Vergès a été assez exceptionnel sur le coup, et puis il va être relayé dans cette défense, et on en arrive à oublier l'essentiel. Pourquoi a-t-il été condamné ? Parce que les éléments de preuve sont accablants, parce que la porte a été fermée par une personne qui a désigné son agresseur, et que cette porte-là, personne ne pourra l'ouvrir en dehors de certains gendarmes qui vont la défoncer, parce qu'il y a un dispositif important mis en place par la victime pour, je dirais, se réfugier dans cette cave où elle a été agressée. Et à partir du moment où on accepte ce fait, il ne peut pas y avoir d'autre auteur que celui qui a agressé, qui a été donc désigné par la victime. Ce n'est pas possible. Alors vous soulignez d'autant plus que l'ADN lui-même a parlé, même si, on l'évoque un petit peu, il y a des questions qui continuent à se poser, c'est-à-dire comment et surtout pourquoi écrire qu'on a été tué quand on est encore en vie. Ça paraît pas très logique. Après, il y a des questions de filets de sang perpendiculaires retrouvés sur le corps de la victime, ce qui laisse croire que quand ce sang a coulé, donc suite à une blessure d'une dague profonde, elle était immobile au sol et elle n'aurait pas bougé. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, mais vous revenez sur des éléments pour le coup vraiment matériels, et notamment cet ADN, l'ADN de Ghislaine Marchal qu'on retrouve dans le sang avec lequel elle a écrit ces fameuses inscriptions. Oui, naturellement, lorsqu'il n'y a pas de doute, c'est le sang de Ghislaine Marchal, et c'est elle qui l'a écrit sur les portes à 2 reprises, on l'a dit, quand elle était encore suffisamment lucide. Ce raccourci, Omar m'a tué, avec la fameuse faute d'orthographe dont on sait qu'elle était assez coutumière dans ses mots croisés. Omar m'a tué, c'est l'expression la plus resserrée possible pour quelqu'un qui vient d'être victime d'une agression très violente et qui se sent dépérir, de dire quel est son agresseur. Je la vois mal dire Omar m'a agressé, Omar m'a tué. C'est un cri, et puis si elle avait survécu, tant mieux. Et les mots seraient toutefois restés sur la porte, et donc on serait quand même allé chercher cet agresseur. Alors, dans ce livre, vous revenez aussi sur de nombreuses affaires, hein, on l'a dit, qui couvrent 40 années de chroniques judiciaires, les meurtres d'Élodie Kulik et de Marie-Christine Odo, l'affaire Émile Louis, les disparus de Lyon, les infanticides de Valentin et Jonathan, la traque aussi du milicien Paul Touvier, des investigations menées sur Aloïs Brunner, un autre criminel nazi, enfin, c'est l'arrestation des pirates du Ponant, le scandale des prothèses PIP, enfin, c'est un livre extrêmement riche et tout à fait passionnant. Vous pouvez donc le commander sur le site du Festival du Livre de Marseille, www.festivalduLivredemarseille.com. Général d'armée David Galtier, écrit avec le journaliste Jean-Michel Verne, Mon combat contre le crime. Et vous pouvez aussi obtenir une dédicace
qui sera à retirer donc, dans le livre à partir du 21 décembre à la librairie Prado Paradis. On vous aurait écouté des heures. On est obligé d'arrêter l'interview, mais on vous aurait écouté des heures, c'est passionnant. Donc oui, ce livre est trouvable dans toutes les bonnes librairies, bien sûr. Mais si vous voulez la dédicace du général David Déaltier, écoutez, vous envoyez à Festival du Livre, comme le disait Thomas. Général et maire des 13e et 14e et maire, bien sûr, des arrondissements. 13 et 14e arrondissements. C'est notre engagement. J'ai laissé Mario délégué. Bareil voilà, j'ai délégué à la mer, mais je suis resté à la métropole. Donc, merci encore pour cette interview, qui en amèneront d'autres, je crois, bientôt. Je l'espère, parce qu'il faut que la culture et le livre repartent. Faut que la culture et le livre partent. On est désolé de ne pas vous recevoir ici avec les 10 000 personnes comme l'année dernière, mais on fait de notre mieux pour parler des livres et des auteurs. Et à tout à l'heure, nous vous retrouvons à 14h avec le parrain de notre festival, qui est Alexandre Jardin. Voilà. À tout à l'heure à 14h. Merci. Merci. Merci à vous. Général. Merci.